Hello, et ben on est en version, j'ai l'impression d'être un peu dans Star Wars parce qu'en fait on est à Station F, Geoffrey et moi, et c'est très calme, c'est très blanc, j'ai mis une lumière blanche spécialement pour ça. Et tu vas bien Geoffrey? Ça va bien, je te remercie. Ouais, l'éclairage est pas trop fort, c'est bon? C'est bon, on en prend plein une irette, mais ça va. Donc en fait, Geoffrey et moi, on va parler de cash flow, comment réussir ta startup. C'est vraiment la principale problématique qu'on a ici à Station F. Et donc l'idée, c'est d'avoir un retour d'expérience d'un éditeur de logiciels que représente Geoffrey avec Symbiose Group pour nous parler de trésorerie, comment tu vas mieux gérer ta startup. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors Geoffrey Vitière. Donc moi j'ai créé ma startup il y a 5 ans maintenant, déjà 5 ans, autour d'un principe simple. Moi je viens de la finance, du contrôle de gestion pendant 10 ans. Je vois que t'es hyper carré. Hein. Ah oui, mais ça on est obligé avec les clients. On est obligé, c'est l'habit fait le moine. Hein. D'accord. Et en fait, en venant de la finance, moi, ouais. j'avais une grande frustration quand j'arrivais des fois chez certains employeurs, c'est qu'ils n'étaient pas forcément équipés comme je voulais. Et donc, j'ai commencé à créer mes propres outils que j'ai déployés ensuite dans mes équipes. Et puis, chemin faisant, on s'est dit, tiens, si ça marche pour 1, si ça marche pour 8, ça marche pour 20, potentiellement, ça peut marcher pour d'autres. D'accord, donc en fait, tu as créé ta startup en voyant le besoin d'un client. Tu t'es dit, je vais développer donc un logiciel, donc c'est un logiciel de cash flow. Donc c'est un logiciel de cash flow, ouais. C'est même plus large que ça, puisque en fait c'est un logiciel qu'on appelle un Corporate Performance Management. Corporate Management. Management. Ok. CPM. CPM, sûr. Voilà. C'est un type d'outil très spécifique qu'on retrouve beaucoup dans le controlling, beaucoup dans le contrôle de gestion. Ouais. C'est vraiment assez spécifique, mais nous on a essayé en fait de l'élargir oui. en se disant on veut répondre à des besoins plus spécifiques qui correspondent à une plus grande audience que seulement la finance, qui peuvent correspondre à des dirigeants d'entreprise, qui peuvent correspondre à des DSI, qui peuvent correspondre à plein de personnes. Donc on a comme ça un certain nombre d'applicatifs, dont un applicatif qui est la gestion de cash flow. Ok, donc tu as créé ta startup là-dessus, il y a 5 ans, en France. En France, tout à fait. Mais j'ai vu aussi j'ai entendu que tu allais aussi en Afrique du Sud. En effet. Là, tu peux en parler assez récemment, ça fait quelques mois qu'on a créé notre filiale en Afrique du Sud. Yeah, ça se fait, on est au mug, allô, cheers. Bien joué, en Afrique du Sud, où ça? En Afrique du Sud, à Cape Town. Cape Town, à Cape Town, c'est un endroit très sympa, on allie l'utile et l'agréable. Super. C'est hyper sympa. Donc voilà, Geoffrey, l'utile agréable donc en Afrique du Sud. J'essaye à ma façon aussi de le faire la même chose à Madagascar, on n'est pas très loin. Ouais. C'est bien Madagascar aussi. C'est mieux l'Afrique du Sud. Je sais pas si c'est mieux. Comment ça se passe l'Afrique du Sud? Mais ça se passe, c'est en cours de construction. Là, on vient juste, ça fait quelques mois qu'on a monté la filiale. Et pourquoi tu as créé la filiale là-bas? Donc, le but de la filiale là-bas, il y a 2 raisons. C'est on a un gros client là-bas avec qui on travaille qui est Moitensi, Afrique Moyen-Orient. Waouh. Donc on a une besoin de proximité avec ce client. D'accord. Dans un domaine qui sont les vins et spiritueux, et Cape Town est quand même la région des vins et spiritueux, donc ça offre un bassin d'opportunités pour nous puisqu'on l'a fait pour l'un. On a envie de le dupliquer pour les autres. T'aimes bien dupliquer. Donc tu es chez un client il y a 5 ans, tu vois un besoin, tu crées une start-up. Tu vas chez Mouette, une coupe de champagne, après tu dis bon attends, on va mettre ça aussi à Mouette dans le sud du monde, en Afrique du Sud. Ça doit être ma formation d'architecte des systèmes d'information, on apprend ça, on est formaté à ça. On voit un besoin, on crée d'abord un premier truc et puis après on essaie de l'industrialiser et on duplique. Excellent, félicitations. Donc voilà, il y avait un besoin de proximité avec les clients, une opportunité de business là-bas réelle. C'est facile de créer du business en Afrique du Sud? C'est pas simple, mais on y arrive. Il faut juste arriver à être patient et à s'entourer des bonnes personnes. D'accord. Et comment tu fais pour t'entourer justement de bonnes personnes, que ce soit en France ou en Afrique du Sud? Ah, ça c'est une bonne question. Parce qu'en fait l'objectif, pourquoi je fais ces vidéos, comme ça tu te laisses boire un peu, on n'est pas au champagne ici en Station F, on est assez corporate, on a même fait un after work avec de la bière zéro.
Ouais. À 0% d'alcool. Ouais, Heineken Je 0. sais pas si on a le droit de le dire, mais On n'a pas le droit de dire Heineken, on ne fait pas de pub, donc on a bu de Heineken 0. Et j'étais un peu pompette quand même, à force d'en boire, mais bon bref. Pourquoi je te dis ça? C'est qu'en fait, pourquoi je fais ces interviews? En fait, pour donner un maximum d'informations à toi, pour que tu puisses t'aider à développer ta start-up. Et c'est vrai qu'un des besoins, on va en couvrir deux, je pensais en couvrir qu'un, mais grâce à toi Geoffroy, on va en couvrir deux, c'est ta trésorerie, ta capacité de financement pour te développer et éventuellement aussi développer tes équipes. Alors, est-ce que tu peux nous faire un retour justement depuis 5 ans que tu as ta start-up? Comment tu as fait pour développer tes équipes et continuer à trouver des bons clients comme Mouette? D'ailleurs, on fait pas de pub, hein, on parle que d'alcool, mais oui. on est à l'eau. Comment tu as fait pour trouver tes équipes en France et en Afrique du Sud? alors, en fait, nous on a une logique, puisque on est très sensible au cash, donc on fait très attention à notre cash. On a une logique qui est d'abord d'essayer de minimiser la structure au maximum. Donc en France, on a été assez raisonnable, on a fait appel à des gens très compétents, mais Oui. qui sont en freelance. Top. Parce que, c'est une très grande compétence, c'est une très grande flexibilité. On connaît il y a un contrat qui est très clair, qui est chacun s'engage sur une certaine période, mais on a envie de s'engager quand même sur la durée. Ouais. C'est juste qu'on est conscient qu'il y a des besoins clients à un moment, puis des fois il n'y en a pas, donc on essaye de gérer en fonction. Donc ça, c'est comment après on trouve les personnes, il n'y a pas, c'est en parlant avec les gens, et c'est pour ça qu'on a rejoint aussi Station F, c'est aussi pour pouvoir partager avec les gens et voir d'autres compétences. Est-ce que tu as des conseils à donner pour justement développer ton équipe? Donc on a compris que tu fais appel, et tu as raison, comme beaucoup de startups ici, à des prestataires, des freelances, pour pouvoir être plus scalable et pas avoir forcément trop de frais fixes en fonction de l'évolution de ton chiffre d'affaires. Comment tu fais et quels sont tes retours que tu as eu ici pour trouver tes meilleures équipes? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que c'est via des plateformes? Si oui, lesquelles? Est-ce que c'est en passant des annonces dans des job boards, enfin des sites de petites annonces? Comment tu fais pour trouver les bonnes personnes dans ton équipe? En fait, c'est assez simple, c'est un peu comme tout le marché de l'emploi, surtout quand on cherche de la compétence, le meilleur canal, c'est quand même le bouche à oreille. Ah, incroyable. C'est quand même le meilleur canal. Ouais, pourquoi? Parce que tu as confiance. Parce qu'il y a une relation de confiance. La personne à qui on va parler et qui va nous donner ses tuyaux, elle ne les donne pas pour nous planter. Elle n'a pas d'intérêt particulier, elle le donne vraiment, c'est gratuit et c'est pour aider et que tout le monde cède. D'accord. Je pense que c'est l'esprit qu'on retrouve ici et c'est le but de beaucoup qui viennent ici aussi. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment le premier choix. D'accord. Après, quand on est plus grand, c'est vrai qu'il y a des plateformes qui existent, qui peuvent être très bien. Oui. Comme K2 Partnering par exemple. K2 Partnering. K2 Partnering, c'est une boîte spécialisée dans le recrutement de freelance, comme Montréal Associates par exemple. Ce sont des gros cabinets qui ont un rayonnement international, qui sont capables de... Tu pourras mettre les liens dans les commentaires en bas de cette vidéo pour que les gens puissent trouver super comme ça, si tu as besoin de leur faire plaisir. voilà, toi, on fait de la pub à Mouette, Heineken, K2 Partnering et l'autre... Montréal Associates. Montréal Associates. Voilà, comme ça on en a plusieurs. Ok. Ok, donc, et tu as mis en place les mêmes choses en Afrique du Sud, ou tu as fait aussi appel à la chambre peut-être de commerce, à la French Tech? Comment tu as fait? Alors en Afrique du Sud, on... T'y allais? Déjà, on y va régulièrement, Ouais. on y allait régulièrement avant de s'installer. D'accord. Maintenant, on est même installé physiquement, donc on y va d'autant plus régulièrement. Oui. Et là, nous, on a une autre démarche qui est plus une démarche d'aller voir les universités, parce que l'université de Cape Town est une université très réputée. D'accord. Il y a un vrai pool de compétences. Donc tu as contacté l'université pour essayer de recruter des personnes qui sont à l'université. Voilà, tout à fait. D'accord, excellent. Tout à fait. On se met forcément dans un autre mode parce que aussi on vient d'arriver dans le pays, donc on va chercher d'autres canaux qui peuvent être aussi plus sécurisants pour nous. Bien sûr. Ok, donc on a vu cette première partie, on va dire, développement de ta start-up, faire appel à des prestataires en France et en Afrique du Sud, félicitations. Maintenant, on va parler de choses aussi intéressantes que les ressources humaines, le financement. Tout à fait. Est-ce que tu as des conseils à donner pour que des entreprises qui se lancent ou des grands groupes puissent se développer sans avoir un problème de cash flow, de trésorerie et ne fassent pas faillite? Oui, alors des conseils, il y en a plein. Mais je vais en donner juste quelques-uns. Je t'écoute. Premièrement, quand on monte sa boîte, vaut mieux compter ne pas avoir de financement des autres. Donc moi, c'est un des premiers conseils que je vais donner.
C'est Excellent. que partir dans la création d'une boîte et se dire je vais la monter grâce à l'argent de quelqu'un d'autre, déjà quelque part, moi il y a quelque chose qui me gêne dans le modèle. Tu as complètement raison. Et je vais rebondir là-dessus. Beaucoup d'entreprises ici sont en relation constante avec des investisseurs, des fonds d'investissement, des venture capitalistes. Et aujourd'hui, la tendance est, on les écoute, ils nous proposent des financements, mais on ne dit pas oui tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça va être énormément de problèmes à gérer. Ça va être du temps à consacrer, on va être moins souple parce qu'on va peut-être pas travailler sur une échéance moyen-long terme, mais souvent ils ont des visions court-termistes à vouloir absolument que tu développes ton chiffre d'affaires et tu fasses de la marge pour mieux revendre les parts qui t'ont acheté. Et ça prend beaucoup de temps, donc c'est vrai que souvent on pense à ce qu'on appelle nous le product market fit. Donc savoir quel est ton bon produit qui va correspondre au marché et te focaliser dessus en utilisant des outils simples et pratiques, en faisant ce que nous on appelle aussi du marketing automation ou du growth marketing pour te développer à ta vitesse sans travailler avec l'argent des autres et sans être stressé, parce qu'en fait aujourd'hui on a aussi un facteur stress qui est quand tu dois faire des reportings réguliers à tes investisseurs, c'est assez contraignant. Donc je suis complètement d'accord avec toi, donc jouer avec ses moyens, mais quand tu n'as pas beaucoup de moyens, comment tu fais? Tu te lances pas? Là, après, il y a plein d'écoles. D'accord. Moi, l'école que j'ai choisie, c'était plutôt... j'avais ma carrière en tant que salarié, que j'ai entretenue. En parallèle, j'avais cette idée de créer ma société. D'accord. Et j'ai essayé de suivre un plan de carrière qui m'amenait dans une logique de pouvoir, dans la foulée, créer ma société. Excellent. Mais créer ma société ne pouvait se faire qu'à une seule et unique condition, puisque je pars d'un financement zéro, c'était d'avoir un client. Voilà. Excellent. Bref, tu commences avec un client, tu te finances avec le chiffre d'affaires que tu as fait avec ce premier client. Voilà, exactement. Excellent. Avec tous les risques après que ça suppose, parce qu'à un moment, il faut se lancer. Bien sûr. À un moment, on ne peut plus être sur tous les tableaux en même temps, donc à un moment, il faut se lancer. Et quand on se lance, c'est là où on prend les risques. Ok. Tu as d'autres conseils? Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est surtout quand on est très petit, faire très attention aux coûts fixes. Minimiser au maximum les coûts fixes. Comme avoir plusieurs salariés. Comme avoir plusieurs salariés fixes. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le modèle du CDI, pas du tout. C'est pas du tout ça, mais c'est juste qu'il faut faire face à une réalité que quand on est petit, on est petit. Voilà. Et quand on est petit, on est difficilement en capacité de garantir à une personne qu'on va lui donner un salaire pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Voilà. Parce qu'il faut accepter qu'il y a une courbe de croissance dans la société. Donc limiter les coûts fixes, ça peut être les salariés, mais c'est aussi les loyers. Faire très attention parce que des fois on a tendance à se lancer un peu vite, de se dire un loyer à 1 500 €, 2 000 €, après tout, je prends des entreprises de conseil, ils se disent c'est quoi, c'est 3 jours, 4 jours de TJM. Oui, mais il ne faut pas TJM, c'est toujours moyen. Toujours moyen. D'accord. C'est le taux auquel on facture le client pour sa journée de travail. Taux journalier moyen. Taux journalier moyen. TJM. D'ailleurs, je te fais avant que tu nous donnes la troisième astuce, merci pour ces commentaires, Karim, bien vu. D'ailleurs, si tu as envie de partager cette vidéo pendant qu'on est ce live, n'hésite pas à partager la vidéo, mettre un petit like, yes, merci, et mettre un commentaire, ça me fait très plaisir. Merci aussi Sulaire de regarder ça. Emmanuel Numé, un entrepreneur, c'est carré, c'est lui qui sait pour les risques, je pense. Je ne suis pas d'accord de tout calculer, parce que si on calcule tous les risques, on ne fait plus rien. Qu'est-ce que tu réponds à Emmanuel qui met beaucoup de commentaires, donc merci Emmanuel. On a aussi besoin d'un sens critique, je suis content qu'il n'y ait pas forcément que des likes. Tu as complètement raison Emmanuel. Et c'est vrai que justement avec tes logiciels de cash flow, tu peux, on va dire, analyser les risques. Qu'est-ce que tu peux donner des conseils à Emmanuel et aux autres personnes qui nous regardent? Alors c'est sûr, moi je prends ma posture de financier, donc le financier on a tendance toujours à mesurer les risques. Oui mais tu as besoin, il a raison Emmanuel, quand tu développes ta start-up, tu dois prendre des risques. Il y a un moment il faut se lancer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Il y a un moment on ne peut plus être sur tous les tableaux en même temps, et à un moment il faut se lancer et là on prend le risque. Et est-ce que là, justement, la fonction d'un entrepreneur, comme peut très bien se typer Emmanuel, c'est qu'à un moment, on va faire appel à tes services, à des logiciels de cash flow qui vont te dire don't go, et puis à un moment, tu as ton intuition qui te dit tiens, j'ai un client. C'est un peu aussi ce que tu as fait quand tu es parti en Afrique du Sud. Je suis pas sûr que dans tes outils de reporting, ou quand tu gères ton cash flow, on te dit est-ce que c'est vraiment viable de prendre ton billet d'avion avec ton équipe, d'aller créer un bureau
peut-être comment tu as senti aussi, il y a une sorte d'intuition qui t'a dit, bon bah je prends des risques. Complètement, il y a un moment, il y a l'intuition, puis il y a la conviction. Être entrepreneur, c'est avoir des convictions, hein. Si vous n'avez pas de conviction, c'est pas la peine d'être entrepreneur, hein. Donc forcément, il y a un moment, on prend le risque et on l'assume. Ce qui n'empêche pas de le mesurer. C'est juste mon propos, hein. C'est pas de dire on annule tout parce qu'il y a toujours des risques. Oui, il y a toujours des risques, mais il y a un moment, on mesure. Et donc pour mesurer, on va arriver sur le troisième conseil. Ouais. Pour mesurer, c'est bien de s'équiper en outils financiers. D'accord. Tu peux parler plus fort, je crois que celui-là n'entend pas. Alors, on m'entend ? Bah, a priori, Emmanuel doit t'entendre parce qu'il nous met des commentaires, mais celui-là t'entend pas, mais voilà, il faut parler plus fort. J'essaie de régler le micro. Donc oui, à un moment il faut se lancer, et quand on se lance aussi, il faut penser à s'équiper en outils financiers. Donc le premier outil financier, il y a le comptable, bon, très bien, mais le comptable n'est pas un entrepreneur souvent. Donc même souvent, je peux trouver un frein comme un entrepreneur, hein. C'est vrai, quand tu vas le voir, tu dis bon voilà, tu ouvres un bureau en Afrique du Sud, je suis pas sûr qu'il va te dire go, hein. Voilà, faut le prendre pour ce qu'il est. D'accord. Il peut être de très bons conseils, tout comme il va être toujours avec une certaine réserve. Donc voilà. Faut l'entendre, c'est normal. Et justement, ces logiciels que tu mets en avant de cash flow, de financement, est-ce que tu peux mettre cette intuition, ce risque en disant bah voilà, j'ai dans mon évolution un investissement à faire pour créer mon bureau en Afrique du Sud avec une probabilité que ça marche pas. Est-ce que ces logiciels te permettent de calculer ton risque et de savoir si c'est viable? Oui, tout à fait. C'est le but en fait, de ce type de logiciel. Oui. C'est que ce type de logiciel, on va placer ses prévisions. Donc ses prévisions, c'est son intuition plus des choses factuelles. Oui. C'est-à-dire, choses factuelles, je parlais de frais fixes. Le fixe, on sait le projeter. D'accord. Des choses actuelles, c'est aussi des contrats qui sont en cours. Pareil, on sait les projeter. Par contre, il y a l'avenir. Tout ce qu'on ne voit pas encore, mais on pense aller vers ça. Oui. Donc, il y a cette intuition que l'on va mettre, qu'on va probabiliser. Et un des grands risques, surtout quand on est petit, mais même quand on est grand, moi je l'ai vu dans des très grands comptes, un des grands risques, c'est de confondre son résultat avec son cash flow. Oui. C'est deux choses différentes. Bien sûr. Parce que tu peux nous dire la différence justement entre ces deux points? Je prends quelque chose de tout simple. Vas-y. Si je raisonne en résultat, souvent je vais raisonner en disant j'ai facturé, je vais dire n'importe quoi, 600 € hors taxe. Oui. Très bien. Et face à ça, j'ai eu des coûts d'une personne de 400 €. Très bien. Si je raisonne que à ça, je vais oublier que au moment T où moi je vais le facturer, je ne vais pas toucher les 600 €. Mais potentiellement, les 400 €, je vais peut-être les sortir. Tout dépend de comment j'ai prévu mes contrats avec mes fournisseurs et comment j'ai prévu mes contrats avec mes clients. Oui. Donc ça, c'est un exemple tout bête. Mais quand on multiplie ça au nombre d'opportunités, au nombre de clients, au nombre de fournisseurs, on peut arriver avec des très grands risques. Et moi, je le vois sur des clients qui peuvent être... C'est ce que dit Emmanuel, il dit que justement, la croissance peut aussi être dangereuse. Et la croissance, en effet, peut être dangereuse. Moi, je le vois chez un client qui est dans le jeu vidéo sur Internet. D'accord. On ne dira pas le nom, là. Je ne dirai pas le nom cette fois. C'est des gens très très bien, qui méritent d'être connus. Et eux, en fait, ils n'ont pas du tout de problème de trésorerie, a priori, puisque... Tous les mois, ils ont un compte en banque qui est vraiment à un niveau très raisonnable. Oui. Mais quand je parle avec eux, ils me disent, tu sais quoi, on ne sait pas si on est en danger ou pas, parce qu'on a des clients qui nous payent en avance. Ah. On a des choses qui sont payées à 100% en avance, d'autres qui sont payées à 50% en avance. Et finalement, pour ces contrats qui sont payés 100% en avance, par exemple, on ne sait pas si on a fait 200 fois le coût, ou si on est à marge 50%. Ils n'en savent rien, finalement. D'accord. Parce qu'ils n'arrivent plus à remettre les choses les unes en face des autres. Et justement, c'est là où ils m'appellent en disant est-ce que tu peux regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a et comment tu peux nous aider à piloter ça? D'accord. On parlait justement Emmanuel encore revenait sur le fameux fonds de roulement, qui est indispensable pour une entreprise. Tu peux nous en parler rapidement, ce que c'est le fonds de roulement? Le fonds de roulement, c'est quelque part l'entrée de trésorerie qui va permettre de financer tous les besoins de trésorerie. D'accord. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail de la finance là-dessus, mais il faut juste comprendre que quand on pilote une entreprise, on a des besoins de trésorerie
qui sont les fournisseurs qu'on va devoir payer, qui sont les investissements, etc. Tout ça, ça va rentrer dans un besoin de trésorerie. Et tout ça, il faut pouvoir le couvrir. Et le fonds de roulement, c'est au jour le jour, au mois le mois, qu'est-ce qui sort systématiquement et que donc on va devoir couvrir par une entrée de trésorerie. Est-ce que ces logiciels de gestion de ton cash flow, de tes finances, sont utiles ou indispensables? Ça dépend à quel étage. J'aurais tendance à dire, quand on est petit, cette trésorerie, c'est relativement facile à faire. On regarde son compte en banque parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup d'entrées-sorties. D'accord. Mais dès qu'on commence à croître, là, ça va devenir très vite très conseillé, voire indispensable. Et alors je parle de différence de niveau, c'est pour dire qu'il y a des entreprises qui sont plus ou moins grandes et donc il y a plus ou moins de flux. Et plus il y a de flux, plus ça devient compliqué. Et plus il y a de flux, plus ça devient indispensable. D'accord. Et y compris chez des très grands comptes. Donc nous, on intervient sur des petits comptes, mais on intervient aussi chez des très grands comptes. D'accord. Et on a à peu près les mêmes besoins, à peu près la même incapacité à se projeter dans son cash. Je prends un grand compte que je ne vais pas nommer parce que ce n'est pas son avantage, chez qui je suis intervenu. Il faisait des prévisions de cash flow, donc c'est un groupe mondial. Il faisait des prévisions de cash flow au niveau monde, juste à un demi-milliard près. C'est-à-dire qu'il faisait une prévision à 500 millions de dollars près, il se trompait. Il peut planter sa boutique. Ça peut complètement planter une boutique. Donc quand on est très très grand et que justement on a d'énormes fonds de roulement, ça va, on arrive à gérer. Par contre, quand on est ce type de boîte, on a un autre problème qui est souvent on veut faire de la croissance externe, on veut investir, et là ça devient problématique. Parce que ça veut dire qu'à un instant T, peut-être qu'on ne va pas avoir le cash qu'on avait prévu d'avoir. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce que eux aussi, les investissements, c'est quand on a une entreprise qui fait des prévisions fausses à 500 millions près, on peut imaginer que on parle de très grandes boîtes. Et eux, leurs investissements, c'est pas 50 millions. Est-ce que tu peux donner encore un ou plusieurs autres conseils utiles et pratiques à des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs pour mieux gérer leur financement et réussir leur start-up? Parce qu'on sait, le nerf de la guerre, combien de fois j'ai vu des start-up qui se plantent avec un super produit, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver assez de cash flow, assez de financement pour continuer leur projet. J'ai des beaux projets en tête, et des fois au bout d'un an, 2 ans, ils ont des clients, ils ont une communauté, ils ont fait du chiffre d'affaires, mais en même temps, ils n'ont pas réussi à joindre les deux bouts, et puis à un moment, il y a eu un manque. Et la banque a dit on bloque les comptes, on bloque le découvert, et ensuite là, c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers. Est-ce que tu as encore d'autres conseils pratiques à donner à des personnes qui nous regardent pour réussir leur start-up? Je t'écoute. Alors, ce qui est vraiment important, on parle de cash flow, c'est vraiment piloter son cash flow. Mais vraiment, je le dirai jamais assez, cash is king. J'adore. Je le dirai jamais assez. C'est le nerf de la guerre, surtout quand on est une start-up. Si on n'a pas de cash, on ne peut pas croître, on ne peut même pas produire ce qu'on est censé produire. Comme tu disais, il y a des entreprises, des jeunes start-up qui peuvent avoir des capacités clientèle énormes, c'est-à-dire qu'ils ont un carnet de commandes plein, mais comme elles n'ont pas suffisamment bien piloté leur cash, même si elles ont eu des investisseurs, à un moment, elles peuvent se retrouver à court de liquidité. Et si on est à court de liquidité, on ne paye plus de fournisseurs, on ne fait plus d'investissement et potentiellement on n'est plus capable de produire ce pourquoi on a les commandes. Et à ce moment-là, on se retourne vers les banques et les banques, souvent, elles nous disent ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon beau monsieur? Et tes fameux systèmes de gestion de cash flow peuvent te permettre d'aller voir une banque en disant regarde, je t'explique mon cash flow, à un moment il y a un moment où on est dans le rouge, mais d'après ce reporting simple, je vais pouvoir repasser dans le vert rapidement. Ça te sert des fois quand tu vas voir des banques? Tout institutionnel a besoin d'être rassuré. Que ce soit une banque, que ce soit un investisseur, qu'il soit privé ou public, ils ont besoin d'être rassurés. D'accord. Et montrer qu'on a ce type d'outils, c'est les rassurer parce que ça veut dire qu'on est en maîtrise, qu'on essaye en tout cas d'être en maîtrise. Des fois, il y a des impondérables. Et ça, ils peuvent l'entendre qu'il y a des impondérables. Mais si on leur montre qu'on a tout fait pour le mettre sous contrôle, là, on est vu différemment. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux mettre en avant là-dessus? C'est bon? Là-dessus, c'est bon. Après, on a beaucoup parlé des cash flows, qui est très important. Mais après,
peut y avoir, en fonction des business, peut y avoir des enjeux différents. D'accord. Nous, on a des clients, par exemple, chez qui on intervient. Moi, je parlais, on est plutôt sur des applicatifs. Donc, on a applicatif Cachot, puis on a des applicatifs, par exemple, sur les directions fiscales. Oui. Piloter sa fiscalité. C'est souvent pour les très grands comptes qui vont avoir des filiales. Et là, souvent, ils ont des accords multipartites avec des administrations fiscales où ils disent, ben voilà, on prédit qu'il y aura tant de pourcents du profit qui sera à tel endroit, tant de pourcents à tel autre endroit, peut-être pourcents à l'autre endroit. L'énorme risque s'ils ne respectent pas ça, c'est la double imposition. Vous n'avez pas respecté, moi je vous impose pour le pourcentage que vous n'avez pas respecté. Ah oui, mais je l'ai payé ailleurs. C'est pas mon problème. Moi, je suis, par exemple, l'administration fiscale française. Je suis pas l'administration fiscale singapourienne. Ce n'est pas mon problème. Waouh. Voilà. Donc c'est le risque, c'est la double imposition. Et il peut y avoir d'énormes sommes en jeu, vraiment énormes. D'accord. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple. Donc c'est viable économiquement. Donc tu dis que quand on va dire quand tu te lances, quand tu n'as pas énormément de rentrées-sorties, bah, tu vas pouvoir gérer ton compte en banque, on va dire, facilement en regardant. Donc c'est viable économiquement dès que tu as en fait plusieurs structures dans différents pays. Je pense que ça devient nécessaire ou obligatoire d'avoir ce fameux système pour mieux gérer ta fiscalité. Très vite, ça devient obligatoire, mais vraiment obligatoire. Même si finalement les entreprises sont assez peu équipées et des fois c'est s'équipent de briques et de broc, mais elles sont obligées d'essayer de piloter ça parce que la double imposition elle est réelle et c'est un vrai risque pour toutes les entreprises multinationales. Je rappelle, les multinationales à partir de 2. Dans 2 pays différents. Ah oui, d'accord. Une multinationale, waouh, donc je suis une multinationale. Tu es une multinationale, excellent. Bon, je discute avec une start-up de multinationale. Et d'ailleurs, en parlant de start-up, tu es basé à Station F. Quel est ton retour d'expérience? Est-ce que c'est important pour les personnes qui se lancent de se lancer depuis chez eux, de travailler dans un incubateur, ou de travailler ici, ce qu'on pourrait appeler le campus incubateur? Qu'est-ce que tu conseilles pour te lancer? Donc, concrètement, tu as pris un bureau à Station F. En Afrique du Sud, tu as pris un bureau aussi dans un endroit où il y a d'autres entreprises innovantes. Dans un espace de coworking. Excellent. Ouais, tout à fait. Cool. Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, les avantages, on va partir du plus simple, c'est que souvent quand on est dans un incubateur ou comme ici à Station F, les coûts de location sont quand même moins élevés. Ouais. Ça, c'est quand même un aspect. Je reconnais le côté financier que tu as. Ça, c'est le côté basico-basique, pratique. Ça, voilà. Maintenant, on met de côté cet aspect financier. Ce qui est hyper important, et ça, on l'entend souvent pour les entreprises où ils disent, on vous conseille d'être associé, etc., parce qu'il faut échanger. Ce qui est important, c'est d'échanger avec les autres. D'accord. Parce que son business model, on peut l'avoir en tête, mais le meilleur reflet, c'est ce que les autres vont en dire. Quand on leur en parle et qu'ils disent « Ah ouais, c'est pas bête » ou « Ah ouais, il me manque ça » « Ah ouais, peut-être que moi, je sais pas, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Voilà, c'est ce type d'échange. Et l'avantage des incubateurs ou même des espaces de coworking, c'est qu'on se retrouve souvent avec des jeunes startups, plus ou moins jeunes, mais qui sont rarement encore très bien établis, en tout cas, et qui donc sont passés par diverses phases. Il ne faut pas oublier que monter une entreprise, c'est passer par de nombreux échecs. Et on se construit autour de l'échec. On se construit autour de l'échec. J'adore cette phrase. Enfin, j'aime pas le mot échec, mais en même temps, tu as complètement raison. Je pense que c'est... On chute souvent. On chute pour mieux se relever. Et si je me souviens bien, Mandela, puisqu'on est dans la thématique Afrique du Sud, disait qu'il ne perdait jamais. Soit il gagnait, soit il apprenait. Excellent. Top. On va finir te concernant Symbiose. Ton logiciel concerne aussi bien, tu m'as dit, des entreprises, mais aussi beaucoup de grands groupes qui en fait font appel à tes services. Qu'est-ce que tu leur apportes comme plus-value? En fait, ce que je leur apporte comme plus-value, souvent ces grands groupes sont déjà équipés. Il ne faut pas se leurrer, ils sont déjà équipés. Allez, j'en cite 3, Oracle, SAP, IBM. Voilà, comme ça. Donc tu es complémentaire de ces... Et je vais être complémentaire en fait, parce que souvent ils vont être équipés d'une certaine manière pour répondre à un besoin qui va être le plus large possible. Par contre, pour répondre à des besoins plus spécifiques de plus petites équipes, ça ne devient pas du tout rentable pour eux de faire appel à des intégrateurs, à des consultants, etc. pour répondre à ce besoin très spécifique sur ces outils-là qui sont des outils déjà chers et dont surtout l'écosystème environnant est un écosystème aussi cher. Je parle des intégrateurs, des consultants.
Et nous, on arrive avec des systèmes beaucoup plus flexibles, Oui, souvent beaucoup plus rapides de mise en œuvre, d'accord. pour répondre à des besoins beaucoup plus spécifiques. Je prends l'exemple pour revenir sur les vins spiritueux. Là, on est chez des distributeurs de vins spiritueux. Eux, leur problématique, ils sont en B2B, donc ils sont en relation avec des grossistes. Très bien. Mais sauf que eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qui s'est vraiment vendu au customer. Ça, c'est excellent. C'est-à-dire qu'en fait, on a discuté avant de préparer l'interview. L'objectif, c'est que tu vendes, donc ce que j'ai compris, hein, tes moettes, tu vends ton champagne à un distributeur et tu vas vérifier si le distributeur a bien vendu ton champagne pour être sûr d'être bien payé, que tu puisses lui fournir tes prochaines cuvées l'année prochaine. Oui, et ça va même encore au-delà de ça. Au-delà de vérifier que le mec boit le champagne. Au-delà du fait d'être sûr d'être payé, c'est surtout ça. T'as le producteur, t'as le distributeur. Ce qui les intéresse, c'est surtout d'être capable de se projeter tout le temps. Oui. Et s'ils n'arrivent pas à savoir ce que le distributeur a vraiment vendu, donc ils ne savent pas quels sont leurs stocks. D'accord. Et le risque, c'est toujours d'avoir un stock chez le grossiste qui monte. Et oui. Et puis, une fois qu'il a trop de stock, il n'achète plus. Bien sûr. Donc on a une chute des ventes, par exemple, pour un Moët Hennessy ou un autre vendeur comme Moët Hennessy. Est-ce que tu as des sources d'inspiration pour réussir ton entreprise ? Félicitations, je suis ravi de discuter avec toi. Geoffrey est un mec super cool. On s'est rencontrés lorsque j'organise des after-work. Et en plus, non, mais on boit quasiment pas. Je crois que chaque fois qu'on se voit aux after-work, on est à la bière Heineken 0%. Et Geoffrey est vraiment super cool. Chaque fois, il vient hyper corporate, il arrive à l'heure, il n'y a pas trop tard, c'est top. Alors qu'il y en a d'autres qui finissent, qui font des nocturnes. Bref, on a discuté, Geoffrey et moi, et donc je suis très content de discuter avec toi et que tu puisses échanger tes conseils. Tu as maintenant une belle entreprise qui fonctionne depuis 5 ans. Maintenant, tu es une multinationale. Tu as ouvert ton bureau en Afrique du Sud. Félicitations. Est-ce que tu as des derniers conseils à donner à notre communauté d'entrepreneurs ? Quelles sont tes sources d'inspiration? Est-ce que c'est des livres? Est-ce que c'est des podcasts? Est-ce que c'est des chaînes YouTube? Est-ce que ça va être participer à des after-work? Quels sont les derniers conseils que tu peux donner aux entrepreneurs qui se lancent? Alors, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. Déjà, ne pas rester dans son coin. Oui. Partager un maximum, parce que c'est vraiment en partageant qu'on arrive à mettre à l'épreuve ses idées et son business model. En allant par exemple, au salon des entrepreneurs? Par exemple, en allant à des salons, par exemple, tout simplement en allant peut-être dans des startups ou alors en se joignant à des associations aussi d'entrepreneurs, des choses comme ça. Ça existe et c'est très bien. Il y a Paris Entreprendre, par exemple, aussi, qui peut être très bien, par exemple, se rapprocher de... Enfin, il y a un certain nombre d'organismes qui existent et qui sont là pour vraiment faire du mentoring ou alors du partage. Très bien. Donc, pensez aussi aux associations d'écoles. Oui, les alumni. Alors c'est beaucoup plus facile quand on sort des centrales ou HEC ou autres, parce qu'on a des associations d'écoles qui sont très puissantes et très corporatistes, donc on arrive facilement à échanger avec eux. Mais voilà, ça peut être aussi un besoin, ou tout simplement ses amis, son cercle proche. Mais c'est vrai que c'est difficile des fois d'échanger avec ses amis parce que quand je discute avec d'autres entrepreneurs, ils ont des fois une sorte d'appréhension à parler de leurs projets à des amis qui ne sont pas dans le même écosystème qu'eux, ils ne sont pas dans la même initiative, et c'est souvent des salariés ou des retraités ou des chômeurs, et donc dès que tu te lances, est-ce que c'est bien? Tu as toujours une part de doute. C'est encore mieux finalement, parce qu'ils vont vous balancer tous les risques, tout ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Ah, ouais, tu vois, en fait c'est ça, tu as complètement raison, c'est-à-dire ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur des critiques, d'ailleurs comme plutôt l'analyse d'Emmanuel, et je te remercie pour ton commentaire, d'ailleurs n'hésite pas à rajouter des commentaires si tu le souhaites, on va bientôt finir l'interview, et tu peux aussi liker, commenter et partager, et même marquer des commentaires après, Geoffrey et moi on va intervenir et répondre, tu as complètement raison. Donc échanger. Est-ce que tu as d'autres conseils? Échanger un maximum. Alors, bien sûr, participer à des conférences aussi, parce qu'on a des gens qui ont des très bons conseils. Alors, toujours aussi prendre de la mesure et de la distance par rapport à ce qui est dit. Il y a des licornes et puis il y a des autres. Donc on n'est pas tous faits pour faire la même chose, on n'a pas tous le même business model, on n'a pas tous le même réseau social aussi. Alors quand on est une licorne, on n'est pas physiquement une licorne, je pense que pour l'instant je ne l'ai pas vu, même si hier j'ai vu des beaux chevaux. Quand on parle de licorne, c'est vraiment ce que nous on appelle, ou même unicorn en anglais, c'est vraiment la belle start-up qui va se développer, qui va faire des chiffres d'affaires ou qui va me valoriser à des montants comme le milliard. Donc voilà, donc
Il peut y avoir des très beaux exemples, comme on a par exemple, d'ailleurs je t'en parle, je fais un peu une sorte de buzz avec une conférence que j'organise le 19 février à 14h à Station F, où on va parler d'intelligence artificielle, waouh, de robots, yeah. Et donc je vais organiser une conférence avec un partenaire qui s'appelle Recast, qui a été revendu à SCP, qui est un de tes partenaires et éditeurs, pour une somme complètement folle. Donc c'est une belle petite licorne, tranquille. Et donc voilà, donc si tu avais envie de participer, n'hésite pas à m'écrire aussi un message, je te marquerai le lien pour que tu puisses venir ici. Donc ne pas écouter que le bruit de licornes qui ont réussi parce qu'elles ont été valorisées des sommes astronomiques, mais aussi de prendre en fait un certain recul et discuter avec des entrepreneurs qui sont aussi sur le terrain. Et puis croire à ses idées aussi. Parce que ce qui va marquer notre différence des fois, c'est que justement on va avoir l'idée à laquelle personne ne croit. Donc bien croire aussi en ses idées. D'accord. Tout en mesurant les risques, Ouais. mais croire en ses idées. Et le dernier conseil, je ne sais Vas-y. plus, et il était passé là. Puis, Il passait là. Est-ce que tu as des sources d'inspiration, livres Voilà, sources d'inspiration. Alors moi c'est très divers. Honnêtement, j'ai pas un mentor absolu. Ouais. Même si c'est pas très original, il y a des gens qui m'inspirent comme Steve Jobs pour certains aspects de ce qu'il a fait, pour d'autres pas du tout par rapport à sa personnalité. Ouais. Mais Ouais. voilà. Ouais. Mais on peut être inspiré par plein de choses. Moi, Mandela m'inspire. Certains sportifs m'inspirent aussi. Voilà, on retrouve. Chacun va retrouver certains modèles qui ne sont pas forcément des entrepreneurs, mais dans lesquels on retrouve des fois une abnégation, une envie de croire en ses idées et surtout un travail acharné. Je ne l'ai pas assez dit. Une des clés du succès, c'est le travail. Excellent. On va rester là. J'ai plus de voix. Tu m'as scotché. Excellent. Est-ce que tu pourras marquer dans les commentaires l'adresse pardon, j'ai plus de voix. L'URL précise de ton site. Oui. C'est bien sûr. symbiosegroup.com. Ouais. Donc si tu veux Tout contacter, attaché, tout attaché. tout attaché. Donc t'inquiète, Geoffrey va marquer ça en bas. Si tu veux contacter Geoffrey, symbiosegroup.com. On est bon? On est bon. Super. Et merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Merci, j'ai vu Greg, Eric, Souila, Yoni pour regarder cette vidéo. Ça me fait toujours très plaisir. Merci à toi, Geoffrey. C'est un plaisir de discuter avec un mec hyper clean, hyper sérieux. Bref, franchement, si vous avez besoin de conseils sur la finance, ce cash flow, voilà, vous avez le bon interlocuteur. Et puis ensuite, si vous avez besoin de développer votre entreprise et de faire appel à ses services, il a une super boîte qui maintenant c'est la multinationale. Waouh, basée en France et en Afrique du Sud. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci. Bye bye.